De Taxawu Dakar, Saliou Sarr, qui a répondu au mandataire de Yewwi qui lui a reproché des choses ce matin. Nous l'écoutons avant de revenir en discuter. Le coordonnateur national de Taxawu Sénégal nie en bloc les propos de Déthié Fall. Saliou Sarr persiste et signe. C'est plutôt le mandataire national de Yewwi Askan Wi qui a déposé la liste pour Dakar. C'est pas exact, c'est pas vrai. S'il m'avait remis le cachet, les autres auraient refusé. Parce qu'il a tenté de demander à la commission de cacheter à sa place. La commission a refusé en lui demandant que c'est lui seul qui peut cacheter. C'est lui seul qui peut cacheter. Et ça, j'ai des témoins. J'ai les témoins. Le dernier dossier de Dakar, c'est le jeune frère de Habib Sy. Il s'appelle Oumar Sy. C'est lui qui allait tirer la fiche de dépôt de Déthié Fall. S'agit-il d'un complot? Ça, Khalifa Sall, c'est un camarade. Si on avait soupçonné jusqu'à maintenant une parcelle ou un grain de relation avec Macky Sall, on l'aurait laissé. Pour nous, Khalifa Sall, c'est un homme d'honneur. Khalifa Sall ne discute pas avec le pouvoir. Ça, nous pouvons mettre notre main dans le feu. C'est pourquoi nous sommes avec lui. Mais pour Déthié Fall, vous pensez que c'est une erreur? Est-il question d'un coup monté contre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz? En tout cas, si c'est un coup, ce n'est pas à notre niveau, au niveau de Taxawu. Parce que si Taxawu devait fomenter contre Barthélémy, Barthélémy ne serait pas maire. Parce que Khalifa Sall aurait choisi une autre personne. Khalifa Sall a choisi Déthié avec l'avis de tous les camarades de Taxawu. Barthélémy. Nous l'avons soutenu, il est maire, et d'après nous n'avons aucun problème avec Barthélémy. C'est pourquoi... Concernant le recours de la coalition Yewwi Askan Wi, le chargé des élections de Taxawu Sénégal dit ne pas avoir de commentaires. Saliou Sarr, qui est le coordonnateur national de Taxawu Dakar. Vous venez, M. Tine, d'entendre sa réaction après la sortie ce matin à la DGE du mandataire de Yewwi Askan Wi. Quel est votre commentaire sur la situation qui prévaut à Yewwi? Écoutez, c'est une coalition qui est dans des difficultés énormes. Aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte. Moi, je n'ai pas envie d'en rajouter, sincèrement, parce que c'est très difficile, c'est très compliqué pour eux. Bon, il me semble effectivement qu'en regardant ce qu'on est en train de voir un peu, c'est pour montrer les difficultés auxquelles on s'attend d'ici 2024. Je me demande si les grandes manœuvres politiques pour 2024 n'ont pas commencé déjà. On n'a pas encore franchi les élections législatives, qu'on commence déjà à vivre ces genres de difficultés. Il est évident que les législatives et toutes les difficultés qu'on a, vous avez vu cette tension avec les policiers, alors qu'on est tout simplement dans les dépôts de dossiers. Dans le dépôt de dossiers, déjà, on a une tension comme ça, à couper, franchement, au couteau. Ça montre effectivement qu'en regardant ce char de combat, ça veut dire que notre démocratie est malade. Et la démocratie est malade de ses hommes politiques. Et ça, il faut effectivement très rapidement qu'on réfléchisse sur vraiment les pathologies de notre propre démocratie, surtout à l'approche des élections, sur le comportement des hommes politiques de façon globale. Nous avons besoin vraiment d'en discuter largement, d'évaluer notre système, parce que ce qui nous manque surtout, au terme de chaque élection, on n'évalue rien. Oui. On devrait, au terme d'une élection, que tous les acteurs s'assoient, le gouvernement, l'administration, la justice, la société civile, les acteurs politiques qui sont impliqués, les médias. Les médias jouent un rôle extrêmement important, il ne faut jamais les oublier, et puis les organes de régulation. Oui. Pour qu'on évalue qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la démocratie sénégalaise. Parce que tout le monde regarde la démocratie sénégalaise aujourd'hui. L'autre jour, je faisais un tweet pour dire, écoutez, la force du Sénégal, c'est le fait vraiment d'avoir une paix civile, d'avoir la stabilité politique et d'avoir une démocratie qui fonctionne.
Et puis, après ce tweet, il y a eu beaucoup d'États de la sous-région. Nous envions le Sénégal. Nous envions le Sénégal. Donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Mais justement, qu'avons-nous fait pour arriver à ce stade, pour un pays quand même qui a connu qui a un code consensuel, le code Kéba Mbaye de 92, je pense, et également pour un pays qui a connu 2 alternances démocratiques. Aujourd'hui, en arriver à ne pas pouvoir organiser convenablement des élections, qu'est-ce qui arrive au Sénégal? Bon, il faut relativiser même le code. En 92, on a eu le code électoral, mais je vois effectivement qu'il y a un film qui se prépare sur l'affaire Medsey. En 93, absolument, on a eu cela, et avec vraiment la démission aussi de Kéba Mbaye. Donc tout cela montre effectivement que la démocratie, c'est des hauts et des bas. Mais ce qui permet de réguler le plus la démocratie, c'est le débat. C'est le débat. Et il nous faut engager le débat. Et la confiance entre les acteurs. La confiance entre les acteurs, c'est extrêmement important parce que, vous savez, je pense qu'on a un mécanisme qui mérite réflexion, c'est le parrainage. Oui. Le parrainage a été très contesté au départ par l'opposition, surtout, suscite beaucoup de controverses. Oui. Il y a énormément d'incohérences dans le parrainage. Regardez, le parrainage pour les élections présidentielles, ce n'est pas la même chose que le parrainage pour les législatives. Oui. Et donc, on sent effectivement les contradictions internes, les incohérences qu'il y a au niveau du parrainage. Et vous n'avez même pas de parrainage pour les locales. Donc, il me semble que nous avons besoin d'une réflexion profonde pour avoir un vrai consensus sur le parrainage. C'est extrêmement important d'avoir un consensus. Mais les acteurs s'étaient entendus qu'il n'y aurait pas de parrainage au niveau des locales, mais à quoi a servi donc le dialogue politique si nous sommes à ce stade quand même de malentendus, de tensions aussi extrêmes avant post-élection? Écoutez, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas participé au même niveau que le dialogue politique. Et généralement aussi, les gens qui sont dotés d'une compétence cognitive ne sont pas allés au dialogue politique pour prévoir ce qui allait se passer. Nous, on a quand même un parrainage qui ressemble effectivement à une course d'obstacles. Oui. Et le parrainage est, si tu veux, attentatoire à la liberté de participer à des élections. Oui. Vous savez, quand vous regardez le parrainage, le problème, ce n'est ni Benno Bokk Yakaar. Ils ont les capacités à la fois de mobiliser sur le plan financier, sur le plan également politique, et puis les ressources humaines pour franchir l'étape du parrainage. Pareil également pour Yewwi. Oui. Mais vous avez des gens aujourd'hui qui peuvent permettre de renouveler le discours politique, d'innover. Oui. Des gens qui ont un parcours. Vous prenez le jeune Kader, comment il s'appelle, Fadel Barro. Oui. C'est quelqu'un qui a un parcours, qui est un leader. Vous prenez Serigne Mboup, c'est quelqu'un qui a un parcours, qui est un leader dans ce qu'il fait. Oui. Et effectivement, qui est légitime. Pas qui dit qu'il n'est pas légitime. Vous prenez, il y a les pêcheurs là, le Mboup. Oui, oui, on les a entendus. Voilà, qui arrivent, on met un frein à ces gens-là, il y a comme ça, tout de même. Donc, il me semble qu'il faut ouvrir le jeu avec une certaine générosité. Il faut ouvrir pour permettre aux gens de participer aux élections et de laisser le soin aux citoyens sénégalais. On aurait dû parfaire si l'État avait écouté un temps soit peu la Cour de justice de la CEDEAO qui avait demandé à l'État du Sénégal de revoir ce système de parrainage. Mais écoutez, la Cour de justice de la CEDEAO, c'est un organe. Oui. C'est vraiment l'organe judiciaire de la région. C'est extrêmement important. Il y a le protocole additionnel. Oui. Il y a comment dirais-je, la convention, les différentes conventions que nous avons signées, le pacte relatif aux droits civils et politiques, etc. En réalité, quand vous regardez tout ça, franchement, et même notre propre constitution, qui reconnaît la liberté de participer aux élections. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, la question n'est plus une question vraiment où les juristes interviennent. J'ai vu énormément de juristes qui ont écrit ces temps-ci sur la question du parrainage. Comment un système qui doit permettre à quelqu'un d'être candidat peut susciter autant de controverses sur le plan académique, sur le plan politique, au niveau de la société civile? Ça veut dire que cet objet-là
qu'est le parrainage, c'est un objet, si vous voulez, qu'il faut quand même regarder. C'est un objet extrêmement curieux sur lequel percute la démocratie sénégalaise aujourd'hui. La démocratie sénégalaise est menacée, elle est malade du parrainage et je pense que ça, il faudra effectivement qu'on ait une réflexion globale. Justement, est-ce que par rapport à cette réflexion globale, la société civile n'a pas été de 2019 à aujourd'hui aussi convaincante pour que l'État central puisse quand même l'écouter ou le parti au pouvoir puisse l'écouter? C'est vrai qu'en tant que société civile, nous avons été à la traîne. Et nous n'anticipons pas suffisamment, effectivement, les difficultés. J'ai assisté quand même avec un très grand plaisir à un séminaire à l'université Gaston Berger. Bon, c'est des universitaires qui ont évalué justement les élections territoriales passées. Mais c'est fantastique. Il y avait les acteurs, il y avait tout le monde. Et moi, j'ai dit à ces universitaires, mais écoutez, publiez, parlez, venez dans la presse. Il fallait effectivement d'ailleurs qu'il y ait... entre quatre murs et entre voilà, quatre murs. Personne n'est au courant de ce qui... Or, oui. Moi qui ai quand même fréquenté ces jeunes universitaires, très jeunes, c'est pour ça que j'ai énormément d'espoir pour ce pays-là, que ces jeunes universitaires, ils ont la clé pour trouver les solutions qu'il faut pour soigner cette démocratie qui est malade, soigner nos pathologies qui sont malades. Et je pense que nous devons être assez modestes pour essayer de les écouter. Parce que nous travaillons aussi en même temps avec les universités. Des fois, ils peuvent anticiper. Ils ont fait des thèses, ils ont fait des travaux, des articles à n'en plus finir. Mais ils ne parlent pas, ils ne s'expriment pas, on ne les entend pas. Ils ont peur de quoi? Parce qu'il y a sur la place publique des gens qui ne veulent pas écouter... des gens qui émettent de bonnes idées, qui préfèrent les insulter. Et eux, également, les universitaires préfèrent s'éclipser et rester entre quatre murs pour se parler. Bon, moi je dis, ils sont dans une étape où ils sont des académiciens, où ils sont des chercheurs. Oui. Mais il faut qu'ils deviennent des intellectuels. Absolument. Par leur implication dans le débat démocratique. Et bon, écoute, je suis derrière eux pour leur dire, il faut s'exprimer. Mais aussi, il faut interpeller la classe politique. Dire à cette classe politique de regarder quand même notre géopolitique sous-régionale. Oui, absolument. Il y a de quoi. Marquée par énormément de crises, extrêmement complexes. De tensions de politiques. Exactement, ça c'est les crises politiques. Oui. Les crises sécuritaires. Ça veut dire que nous avons la guerre à nos frontières. Absolument. Mais nous avons besoin de nous rassembler. D'autant plus que nous avons... Le seul fait de disposer de ressources minérales stratégiques, pétrole, gaz, uranium, fait de votre pays déjà une menace. Une menace pèse sur nous à cause de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les djihadistes, aujourd'hui, qui veulent exploiter les ressources minérales. Et vous avez également les compagnies pétrolières qui sont extrêmement puissantes, et des fois beaucoup plus puissantes que les États. Et sous la protection aussi de leurs propres États qui veulent convoiter les ressources en Afrique. Si les Africains ne s'entendent pas, surtout sur le plan politique, sur le plan démocratique, pour avoir quand même des États qui soient des États stables, la stabilité c'est fondamental, des États où il y a la paix. Parce que ces questions, ce ne sont pas fondamentalement des questions juridiques. Ce sont des questions politiques. Et ce sont des questions démocratiques qui appellent des solutions politiques et des solutions démocratiques. Parce que je lis énormément de textes sur, voilà, article tel, machin, etc. Mais si on a une culture démocratique, un enracinement de la culture démocratique, nous n'avons pas besoin de beaucoup de rationalisation pour savoir que le bon sens pour nous... Ce sont les partis au pouvoir quand même qui créent certaines situations, que des fois ils ne respectent pas la Constitution, ils en font leur cahier de brouillon, ils font ce qu'ils veulent, ils ne respectent pas leur opposition. Alors comment voulez-vous quand même appeler à la cohésion sociale et empêcher les gens de ne pas vivre des crises politiques qui débouchent sur ce qu'on connaît déjà dans certains pays africains? En fait, c'est inviter le président de la République. Parce que le président de la République, chez nous, il est extrêmement puissant. L'inviter effectivement à prendre des initiatives de nature à pacifier le champ politique, à avoir des élections qui soient des élections transparentes et démocratiques. Inviter les leaders politiques de l'opposition,
elle aussi, parce que nous avons besoin effectivement d'un débat. Nous n'avons pas besoin tout le temps d'aller dans la rue, de crier, d'appeler à la violence, etc. Et diriger le dialogue aujourd'hui en phénomène régulateur de nos tensions démocratiques. Un dialogue vraiment franc, un dialogue dans la sérénité, un dialogue effectivement où il y a le respect mutuel. Mais quand on les regarde, vous savez que c'est eux qui vont aller pour s'inscrire. C'est eux l'élite politique. Mais s'il faut mettre des dragons quand même devant la DGE pour qu'ils aillent présenter des trucs, c'est qu'en fait, il faut aujourd'hui vraiment aujourd'hui désespérer totalement. Mais justement parce qu'il y a une rupture de confiance totale entre les acteurs politiques, comment faire pour restaurer cette confiance d'abord, qui est très importante? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est de susciter le débat démocratique. Oui. C'est de susciter le débat démocratique et par la presse. Parce qu'ici, quand même, il y avait une régulation par la presse. Hein. On n'avait pas beaucoup de journaux, mais je me rappelle, quand on avait quelques journaux ici, je me rappelle, et je rends hommage à la fois à Babacar Touré, c'est extraordinaire, Sud. Et lui-même, il prenait sa plume pour écrire, rendre hommage également à Sidi Lamine Niasse. Vraiment, ils ont contribué à la régulation démocratique de ce pays. Et puis des organisations, moi j'ai quitté la radio, je ne le dis pas, mais quand même du temps de la radio aussi, il y avait quand même de la régulation. Donc je ne dis pas que nos jeunes frères là sont moins bons. Ils sont dans un contexte beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, où on a des pouvoirs qui sont des pouvoirs beaucoup plus autoritaires et un peu plus violents. Ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal, mais je regarde dans la sous-région. Il y a des pays où vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer, que la société civile ne peut pas. Donc, il faut effectivement que le Sénégal revienne à sa mission, qui est une mission essentielle, d'assumer le leadership politique, le leadership sécuritaire au niveau de la sous-région et d'appeler pas seulement le Sénégal, le président de la République, vraiment lui lancer un appel solennel pour qu'il contribue à l'apaisement, mais également lancer un appel solennel à l'ensemble des leaders politiques. Parce que ce que nous voyons, sincèrement, ce que j'ai entendu, ça nous fait honte. Ça ne rassure il faut que les hommes politiques arrêtent de nous décevoir, arrêtent de nous faire honte, arrêtent de nous stresser. Et nous avons besoin vraiment de ce qu'ils vraiment règlent les questions par le dialogue civilisé, par le respect mutuel et par une ouverture qui permette franchement de renouveler les têtes au niveau de l'Assemblée nationale, de renouveler le discours au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu, le problème, ce n'est pas seulement Benno, il y a aujourd'hui pas mal de personnes, pas mal de listes qui peuvent apporter une contribution fondamentale à l'Assemblée nationale. Et c'est ça que nous devons regarder, au lieu de regarder, si vous voulez, des coalitions dont, si vous voulez, c'est ça le problème. C'est-à-dire quand vous dites conquérir ou conserver le pouvoir par tous les moyens, à partir de ce moment, vous ouvrez vraiment les portes de la violence, de l'instabilité politique. Et vraiment, j'ai comme l'impression que c'est ça qui est en train de s'annoncer. Et il faut effectivement aussi que les autorités religieuses, c'est extrêmement important, leur parole est forte, elle est légitime et entendue. Et aussi, il faut que les autorités religieuses parlent. C'est important qu'ils parlent. Et qu'ils expriment effectivement leurs graves préoccupations par rapport à cette situation de tension. De la tension que nous avons vécue au mois de mars Chaque dernier, fois que, mais depuis lors... quand on a le dos au mur, effectivement, c'est elles qui interviennent. Et effectivement, moi, j'en appelle effectivement aux autorités religieuses, avant qu'on aille encore beaucoup plus loin, vraiment d'agir. Demander à la justice. C'est la justice, comme on dit, constitutionnelle. Doit prendre des mesures qui consolident la démocratie, qui développent la démocratie. Prendre des jurisprudences où on se dit, mais tiens, ça nous a permis d'avancer. Mais pas des jurisprudences qui nous fassent reculer et qui nous permettent effectivement d'avoir des régressions démocratiques. La stature du Conseil constitutionnel, dans ce cas, on nous avait promis une Cour constitutionnelle. Écoutez, vous savez, la Cour constitutionnelle du Kenya, quand ils ont eu le courage de dire que cette élection elle est frauduleuse. On a recommencé les élections. Absolument. Ils ont réconcilié les Kenyans. Et aujourd'hui, l'opposition et le pouvoir travaillent en paix. C'est vrai que la justice,
c'est vraiment dans les conditions dans lesquelles nous sommes, elle est la régulatrice suprême. Oui. De le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de responsabilité, beaucoup d'impartialité et de le faire dans le sens de faire progresser la démocratie sénégalaise. Absolument. On vous a entendu, la société civile avant-hier également réclamer que le Sénégal puisse respecter le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO, également sur l'arrêté de 94 de Maître Ousmane Ngom interdisant le rassemblement et la manifestation en centre-ville. C'était en mars, la Cour de justice a donné 6 mois à l'État du Sénégal pour réagir, pour réajuster, mais à ce jour également, on n'a encore rien entendu. Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a suscité cet arrêté. Oui. C'est nous-mêmes. Absolument, la société civile. Effectivement, dans la période du M23, on a pris cette décision. Moi, je pense qu'il faut... Les Sénégalais, quand vous autorisez une manifestation, ils font ami avec les policiers. C'est ça. Quand vous autorisez, vous accompagnez, les Sénégalais sont très responsables. Et il me semble aussi, c'est surtout justement faire confiance à la responsabilité des citoyens sénégalais, les encadrer correctement. Absolument. Et faire en sorte que, même quand ils viennent pour faire des manifestations, qu'ils ne fassent pas de casse, qu'ils ne fassent pas de violence, etc. Et la plupart quand même des gens, quand ils manifestent, quand c'est autorisé, et quand ils savent aussi que c'est encadré, généralement, ils font ami avec la police, avec la sécurité, etc. Et il faut arriver à ce niveau de confiance des Sénégalais par rapport à leur système, par rapport à leurs institutions, par rapport à leurs autorités publiques. Absolument. C'est important, la confiance. Vous avez parlé de la situation sécuritaire tantôt. On a appris hier que le Mali a fait dans la constance, bien entendu, en se retirant du G5 Sahel. Quel est votre regard sur cette décision de la junte malienne? Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a toujours émis des réserves sur la construction du G5 Sahel. On sait comment c'est arrivé, on connaît les incohérences avec des pays qui ne sont pas de la CEDEAO. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Parce que le G5 Sahel, je ne sais pas moi comment il faut l'analyser, mais ça a divisé déjà la CEDEAO. Et j'ai vu, effectivement, je sais, pour avoir discuté avec les gens de la CEDEAO, il y avait une hostilité par rapport au G5. Et même au niveau de l'Union africaine, il y avait une hostilité par rapport au G5 Sahel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une armée ouest-africaine spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et qui pourrait bénéficier effectivement du chapitre 7 des Nations Unies pour aller combattre les terroristes. Mais nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité. Et je pense que cette idéologie de la sous-traitance et de penser que les autres vont nous sauver, mais ça c'est vraiment une idéologie dont il faut absolument se débarrasser. Et je pense que dans ce cadre, nous on fait confiance quand même au président Macky Sall. Il pourrait prendre des initiatives allant dans le sens que sur les questions de sécurité au niveau du Sénégal, en tout cas, il y a énormément de choses qui ont été faites. Il est président de l'Union africaine. Je pense qu'il faut travailler à avoir vraiment une force armée solide, bien entraînée, et aller chercher les gens et puis vraiment lutter. Est-ce que ce n'est pas le signal que le Mali va envoyer aux autres chefs d'État, aux autres États? Non, c'est que la brouille avec la France, il est évident que ça entraîne effectivement des difficultés de fonctionnement, même au niveau du G5 Sahel. Mais c'est extrêmement difficile. Le G5 Sahel part, il y a quand même d'autres qui partent. Au Mali, il faut réfléchir parce que le Mali, c'est l'épicentre. C'est l'épicentre. Et il faut bien réfléchir. Il faut que les Africains aussi fassent en sorte qu'au niveau de la sous-région, que la sécurité de la sous-région soit bien contrôlée par nos États et par nos leaders. Nous en avons besoin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du think tank Afrikajom Center. C'est le fondateur. Le fondateur. Président fondateur, c'est bien ça? Non, fondateur. Fondateur. Oui. Fondateur du think tank Afrikajom Center. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.